Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis brand stratégiste, donc dans l'équipe française. Et merci. Et je vais vous parler de Creative Data. Donc, l'idée, c'est de voir ensemble comment cette data, on va pouvoir s'en servir pour créer des messages, pour créer du contenu et pour avoir des idées, des concepts qui se basent sur des signaux qui sont envoyés par les utilisateurs ou par des sources extérieures. Alors, l'idée en fait derrière tout ça, c'est de savoir comment on peut adapter le contenu, comment on peut faire en sorte que le contenu soit le plus pertinent possible pour l'utilisateur et comment ce contenu peut être le plus personnalisé possible. Et tout ça en fait at scale, c'est en utilisant énormément de signaux qu'on va pouvoir créer du contenu de manière hyper rapide, de manière hyper développée. Alors, une première catégorie qui est le content on demand. Ici, l'idée, c'est de détecter des tout petits signaux via notre API. Alors, une API, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un pont vers notre data. En gros, c'est une porte que les développeurs peuvent ouvrir et à partir de laquelle ils peuvent aller voir ce que Laurent vous a montré, les quelques informations qui sont dans chacun des tweets. Et avec cette API, on peut faire énormément de choses. On peut détecter une action d'un utilisateur et du coup, derrière, lui donner un contenu en fonction de son choix, en fonction de ce qu'il aura demandé. Un premier exemple pour ça, c'est Restart a Heart. Donc, c'est une campagne anglaise de la BHF, donc la British Heart Foundation. Et en fait, la British Heart Foundation a souhaité communiquer pour la journée de sensibilisation au massage cardiaque et à utiliser l'API de manière hyper maligne pour exprimer son message. Vous allez voir, en fait, tout commençait par ce tweet, donc c'était hyper simple. Vous êtes sur Twitter, votre cœur s'arrête, vous êtes en train de faire une crise cardiaque, et en fait la seule solution pour arrêter ça, c'est de toucher le cœur, donc de liker le tweet. Donc vous likez le tweet, et derrière, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que le message va être adapté en fonction d'un chiffre qui est assez désastreux au UK, c'est que seule une personne sur 10 connaît les gestes qui sauvent. Et donc du coup, seule une personne sur 10 qui a une crise cardiaque est sauvée à temps. Et donc, il y a seulement une personne sur 10 sur Twitter qui avait participé à cette opération, qui a reçu un tweet chanceux, entre guillemets, ce que j'ai eu sur la gauche, qui dit bien joué, c'est cool pour vous, vous avez croisé un étudiant en médecine qui, heureusement pour vous, connaissait les gestes qui sauvent. Et donc c'est grâce à ce gimmick, un like qui représente, vous l'aurez compris, le massage cardiaque, qu'on pouvait délivrer ce message et sensibiliser les gens sur ce chiffre qui est assez problématique au UK. On continue au Mexique avec Nissan qui a mis en place un service, le Easy Mode. En fait, donc c'était pour le lancement d'une nouvelle voiture là-bas, la Nissan Kick, qui est selon la marque la voiture qui représente l'agilité urbaine, la possibilité de se déplacer sans souci dans les villes. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'ils sont partis de ce que les utilisateurs font quotidiennement sur la plateforme, puisqu'en fait, les habitants de Mexico City, qui apparemment là-bas c'est un désastre pour la circulation, les habitants de Mexico City en fait, échangent énormément sur Twitter. Au-delà de ce que Waze peut leur offrir, ils vont aller sur Twitter pour échanger et avoir des informations en temps réel sur l'état des routes, sur l'état du trafic, etc., etc. Et donc, basé sur cet insight, ils ont décidé de créer le service Hard Mode, où en fait, l'idée était de proposer aux utilisateurs de sortir de ce Hard Mode pour aller en Easy Mode, donc en gros sortir des embouteillages. Et pour ça, vous choisissiez le quartier que vous alliez traverser, donc par exemple Reforma ou Santa Fe. Donc, ce qui générait un tweet. Ce tweet qui en fait va être un signal pour le script, pour le bot de Nissan, et qui derrière va permettre à Nissan de répondre à l'utilisateur avec un contenu temps réel et qui est complètement personnalisé. Donc, par exemple ici, on a renvoyé à Ski Cyrus une photo de l'état du trafic actuel dans le quartier qu'il a demandé. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est deux choses. C'est comment on observe le comportement des utilisateurs et de ses consommateurs pour derrière créer un service qui est temps réel et personnalisé. Donc c'est assez intéressant sur ce point de vue-là.
La partie suivante, c'est adaptive créative. Alors, en fait, cette partie va parler de quelque chose qui est à la base pas vraiment sexy, c'est du ciblage, c'est du targeting, sauf que en fait, en se basant sur des paramètres extérieurs, on va pouvoir créer et pousser du contenu aux utilisateurs contextualisé. Donc ça va vraiment être le contenu qu'ils vont voir et que la marque va leur proposer va pouvoir être complètement adapté à leur environnement. Alors comment ça marche ? C'est assez simple. Il y a tout d'abord un signal. Un signal, ça peut être un pic de conversation. Ça peut être un événement météo et le soleil vient de se lever. Ça peut être un but qui vient d'être marqué dans un jeu. Et ça peut être également n'importe quel signal qui pourra correspondre à votre marque, comme par exemple une chaussure qui vient d'être achetée dans un des magasins Nike, par exemple. Derrière, on va coupler ça à des données publiques sur l'utilisateur. Donc on va, en fonction de là où se trouve l'utilisateur, en fonction des intérêts de l'utilisateur, ça va aussi nous servir de signal. Et quand on va coupler tout ça, le système va sélectionner une créa que vous aurez au préalablement préparée. Ça va le sélectionner automatiquement et ensuite ça va pousser aux bonnes personnes cette créa pour derrière qu'il ait le contenu contextualisé. Un premier exemple là-dessus, c'est Volkswagen qui, pour le match d'ouverture de l'Euro 2016, a préparé une campagne dans 6 pays en Europe qui se basait sur des faits de jeu. Et donc en fait, vous aviez 36 faits de jeu qui déclenchaient une création et qui déclenchaient un tweet qui allait partir à une audience personnalisée. Par exemple ici, avec ce magnifique but de Payet. Voilà. Du pied gauche. Extraordinaire but qui rappelle des bons souvenirs. Et derrière, il y a quelques secondes plus tard, parce qu'ils étaient connectés à une database autour du foot qui envoyait les signaux, ils ont pu pousser ces tweets qui abolissaient les contraintes de la langue puisqu'ils utilisaient les emojis comme vous pouvez le voir. Deuxième cas, c'est Résurgence. Donc ça, on va partir à Londres pour ça. Et on va utiliser un tout autre type de signal qui est la localisation. En fait, imaginez, vous baladez dans Londres et vous allez passer dans une de ces 3 zones qui correspondent aux zones dans lesquelles vous avez des cinémas qui vont diffuser le film Résurgence, qui est le film de la 20th Century Fox. Et vu que vous y passez au bon moment, donc vous y passez par exemple un jeudi après-midi, et derrière, la 20th Century Fox va pouvoir vous envoyer le trailer pour que vous ayez envie de venir le voir et que vous puissiez aller acheter des tickets pour le cinéma. Donc voilà, 2 exemples assez simples, mais pour vous montrer que les possibilités sont assez incroyables avec ce genre de technologie. Si on trouve le bon signal qui est bien adapté à sa marque, si on trouve le bon contenu et qu'il est poussé de manière contextualisée, derrière les possibilités sont assez énormes. Troisième partie, la data-driven content. Ici, l'idée est d'utiliser la data comme source de contenu. Donc c'est la data en fait qui va générer du contenu et qui va permettre de raconter des histoires un petit peu autrement et de manière ultra personnalisée. Premier cas avec la Positivity Pump de Chevrolet. Donc là, on repart aux États-Unis avec Chevrolet qui a pour son nouveau claim et que l'enthousiasme permet d'aller plus loin, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles routes, etc. etc. Et en fait, vous allez voir dans la vidéo qui suit, ils ont utilisé la data publique des utilisateurs pour créer du contenu autour de ça et leur proposer une expérience assez incroyable. Welcome to the Positivity Pump. Bienvenido al surtidor de positividad. Welcome to the Positivity Pump, the world's first gas pump that takes online positivity as payment. Wow. Select your social media account to get started. Your tweets are now being analyzed, and your positivity is being converted to real fuel. Oh, that's my Twitter right here. The more positive you are, the more fuel you get. 47 liters.
62 liters. That's my tank plus a half. Right. Based on your posts and positivity score, we think you'd love to be a special guest of Urban Mayfield at the New Orleans Jazz Market. This was the furthest thing from my mind that was going to happen to me today. Creemos que te encantaría cocinar con el chef Germán Marchitegui en Delhi. Gracias. Justamente eso, poder ver una cocina profesional desde adentro, y poder estar con una persona que admiro, que la verdad que estar acá es un placer. We think you'd love to take the shot of a lifetime with award-winning photographer Tim Kemple. Thank you so much. Yeah. Awesome. We're gonna go down the coast a little bit. We're gonna shoot some rock climbing. This is the first time I've ever done this before. Oh, this is so cool. Being positive, doing great things, and then listening to the path that's calling you. Eventually, we all get where we're supposed to go. Cuando afrontas algo con actitud positiva, te sale mejor. Being in the studio, nah, I like it out here. I'm glad I'd stop off at that petrol station. Voilà, un cas assez intéressant qui se base sur les centres d'intérêt des utilisateurs. Vous savez, c'est ce qui fait le propre de notre plateforme, c'est que les gens sont là pour des intérêts bien spécifiques. Et justement, en analysant les datas, tous les tweets de ces utilisateurs, on peut créer des expériences ultra personnalisées et les amener je ne sais où. On continue toujours aux États-Unis avec Fuel Alert. Ici, c'est un cas de Gatorade. Gatorade qui est positionné depuis très longtemps maintenant sur la performance, sur le fait que une hydratation optimale, ça va aider notamment les Young Guns, qui sont des champions en devenir aux États-Unis dans leur sport respectif, à surperformer et pouvoir s'entraîner du mieux possible pour être le plus performant possible. Et ici, en fait, Gatorade se base sur un insight assez simple. Ils ont observé les conversations de ces personnes-là, des Young Guns, et ils se sont aperçus que tous ces tweets que ces gens faisaient tous les jours, ça pouvait être autant de signaux qui, derrière, pouvaient aider à servir le propos de la marque. Et autant de signaux qui, derrière, puissent... et si on va encore plus loin, en regardant qui sont ces personnes-là, en analysant leur profil, on peut aussi avoir des signaux qui sont assez incroyables. Vous avez par exemple, vous pouvez par exemple savoir que c'est quelqu'un qui est performant, qui est commit à son sport. Vous pouvez savoir qu'il vient de Portland, donc sur la côte ouest des États-Unis, qui pratique le foot et que il a un match le lendemain. Et donc derrière, en regroupant tous ces signaux, Gatorade a la possibilité d'envoyer des notifications aux utilisateurs pour les accompagner de la manière la plus proche possible sur leur entraînement. Et donc en fait, on a vu qu'ils étaient performants. Donc on va adapter le wording à tout ça. On a vu qu'ils pratiquaient le football. Et donc tout le contenu va être autour du football. Tout l'entraînement proposé va être autour de ce sport-là. On sait qu'ils vont avoir un match le lendemain. Donc on va leur proposer un planning qui est adapté à ça, qui est timé exactement comme il faut parce que le match est le lendemain. Et puis on sait qu'il est à Portland. Du coup, on va lui proposer des exercices qui matchent la météo de la journée avec des exercices outdoor s'il fait beau ou pas. Et puis, du coup, ce service permet en fait à Gatorade de créer du contenu à la volée, de créer du contenu qui va être hyper diversifié, toujours autour du même sport qu'on aura détecté pour la personne, avec des conseils de pros, avec des conseils nutritionnels, avec des infos de scientifiques, etc., etc. Et ce contenu est créé automatiquement en résolvant un petit peu ce puzzle qu'on aura détecté. Derrière, le community manager aura juste à appuyer sur le bouton envoyer et le contenu pourra être envoyé. Le contenu sera délivré aux utilisateurs. On continue avec la dernière partie, le conversational content. Ici, c'est comment on va pouvoir utiliser la data pour initier des conversations. Antoine l'a évoqué tout à l'heure, Twitter, c'est une plateforme sur laquelle les utilisateurs échangent, c'est une plateforme conversationnelle.
Et c'est aussi une plateforme conversationnelle pour les utilisateurs et les marques. Et du coup, on a par exemple ici le cas de One Day de Virgin Atlantic. On peut remarquer que des simples mots peuvent, 5 ans après, avoir une vraie signification et peuvent être resurfacés pour devenir un petit peu réalité. Et on peut transformer des tweets. C'est ce qui fait aussi la particularité de notre plateforme, c'est que un tweet qui a été posté en 2006 est toujours en ligne, il est toujours là, on peut toujours le retrouver. Et donc du coup, on peut réaliser un petit peu les rêves que souhaitent les utilisateurs. Donc voilà, un cas assez simple au final, mais qui montre que quand on sait bien chercher, on peut trouver une mine d'or d'informations sur Twitter. Et puis on termine ma partie avec une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur notre plateforme, une nouvelle fonctionnalité qui concerne les messages privés, donc les DM, puisque on a maintenant une API qui permet de se connecter aux messages privés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, vous allez pouvoir parler avec The Economist et derrière avoir un bot qui va vous répondre en fonction de ce que vous allez lui dire. On a implémenté des fonctionnalités qui facilitent ces conversations avec les utilisateurs. Comme vous le voyez, à la place du clavier, c'est des propositions qui sont envoyées. Et en fonction de ce que l'utilisateur va envoyer comme message, on va lui renvoyer un contenu qui est adapté à ce qu'il vient de dire. On peut effectivement tweeter, etc., etc. Alors ici, vous voyez une utilisation par un grand média anglais. Il y a des marques qui vont bientôt utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Je vous invite à rester assez connectés dans les prochains jours, parce qu'il y a un grand opérateur qui va lancer sa première expérience. Il y a énormément de possibilités ici. Le fait qu'on soit en message privé, du coup, c'est une autre partie de Twitter, une partie beaucoup plus intime, et une partie où on peut avoir des conversations qui sont sûrement beaucoup plus poussées avec les utilisateurs, avoir vraiment un vrai échange. Et derrière, si vous couplez tout ça à une intelligence artificielle ou quoi que ce soit, vous pouvez aller super loin dans l'expérience que vous allez pouvoir proposer aux utilisateurs. C'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Abdel et on va voir qu'effectivement, avec la data, on peut aussi raconter des histoires. Et avec quelques lignes de code, on peut arriver à faire des choses extraordinaires.